Si tu es coach sportif et que tu te lances en ligne, cette vidéo va te permettre de gagner entre 6 et 12 mois parce qu'on va voir ensemble les 5 erreurs principales que font les débutants et même les intermédiaires. C'est des erreurs que moi-même j'ai faites, je vais t'en parler, mais également des erreurs que je vois très couramment, que ce soit dans mes élèves des coachs libres ou tout simplement des coachs avec qui j'échange sur Instagram. On va les déceler, on va voir ensemble. C'est pas forcément, vous allez voir, des erreurs de motivation ou des erreurs classiques. C'est vraiment des erreurs un petit peu profondes qu'on a tous et toutes fait et faites. C'est certain, on va le voir. Allez, c'est parti. Et si tu ne me connais pas, je suis Clément et j'ai lancé mon activité de coach sportif en ligne en mars 2021. J'ai accompagné plus de 200 personnes à perdre du poids et j'ai monté un compte Instagram à plus de 100 000 personnes et aujourd'hui, je suis coach business et j'aide les coachs à faire de même, à vivre de leur activité, pas forcément avec 100 000 personnes, on le verra, mais en tout cas, une activité qui leur permet d'être libre, de voyager partout dans le monde, comme c'est mon cas aujourd'hui. Je vis et je travaille actuellement en Thaïlande, vous pouvez le voir derrière moi, je suis à Chiang Mai et je vais me balader dans les rues autour de chez moi pour vous parler des 5 erreurs à ne surtout pas faire. Et l'erreur numéro 1, c'est d'avoir peur de déranger, en DM et on va le voir après, aussi un petit peu la peur de vendre. C'est une erreur classique que j'avais moi aussi quand je me suis lancé. On a peur de paraître lourd à l'heure où tout le monde se fait des marchés. Aujourd'hui, tu reçois des coups de téléphone toutes les 5 minutes pour te vendre quelque chose. Tu reçois des messages en DM sur Instagram très régulièrement. Moi, c'est mon cas. Et nous, on ne veut pas passer pour quelqu'un qui quémande. On ne veut pas passer pour quelqu'un qui vend. Surtout en France où c'est assez mal vu finalement de vendre quelque chose. Malheureusement, c'est plus quelque chose d'anglophone. En général, d'anglo-saxon qui est plus accepté. Mais bref, on a peur aussi de se prendre des vents. Souvent une question d'ego d'ailleurs pour les coachs qui se lancent. Des coachs qui parfois ont une grosse expérience du coaching en présentiel, mais qui n'ont pas d'expérience en ligne et du coup qui se disent mon expérience, les plusieurs dizaines voire centaines de personnes que j'ai aidées en présentiel vont suffire pour que les gens me répondent ou pour que tout simplement les gens viennent à moi. Et on va le voir, c'est une vraie erreur. Il ne faut surtout pas espérer que les gens viennent vers vous comme par magie en postant 2-3 contenus, on le verra juste après. Et je vois aussi beaucoup de coachs qui ont peur de parler de leur offre en story ou tout simplement même d'en parler d'une manière générale. C'est-à-dire que ils vont tout simplement parler de contenu éducatif, ils vont essayer de donner des conseils, même les gens qui vont potentiellement avoir en DM, on va tout simplement leur donner des conseils. C'est un peu ce que moi je faisais aussi au début, c'est-à-dire que je voulais aider la terre entière, je me disais lui il a besoin d'aide, il faut absolument que je lui dise que ce qu'il fait c'est pas bien, que ce qu'il doit faire c'est ça, et finalement j'oubliais presque de lui parler de mon accompagnement. Et ça c'est quelque chose, une erreur qu'on voit très souvent, des coachs qui du coup veulent aider mais sans vendre, et forcément ça va pas nous aider à avancer dans notre activité de coach en ligne. Évidemment on sera pas libre financièrement en proposant des conseils gratuits et malheureusement c'est ce qui se passe très souvent. Et le problème de donner que des conseils gratuits, c'est que très souvent on va aussi se sous-évaluer, on va attirer des gens qui vont être uniquement intéressés par du gratuit, c'est-à-dire des plans d'entraînement, des recettes, etc. Et ce sont de toute façon des gens qui n'achèteront jamais. Donc c'est vraiment important de le comprendre, je pense, dès le début, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas là pour aider la terre entière, on est là pour aider les bonnes personnes à passer à l'action avec un programme d'accompagnement. Et ça, évidemment, il faut en parler, il faut faire du démarchage, entre guillemets, mais du démarchage intelligent. J'en ai parlé d'ailleurs dans la dernière vidéo que je vous remettrai juste au-dessus, vidéo de témoignage avec mon élève Damien, où on a mis en place un système en 6 étapes qui permet de créer de vraies discussions humaines avec les gens qui nous suivent et de pas forcément passer pour un vendeur tapis. Et ça, je sais que ça leur fait beaucoup de bien aux élèves que j'accompagne. Et moi aussi, au démarrage, j'aurais aimé avoir ce système pour gagner énormément de temps. La deuxième erreur, ça va être de manquer de stratégie au niveau du contenu, c'est-à-dire de poster sans intention, tout simplement. Allez sur les comptes de vos concurrents, regardez les tendances et tout simplement répliquer sans comprendre à qui on s'adresse, sans comprendre à qui on veut aider en général dans son accompagnement. Et le vrai problème de faire ça, c'est que vu que les gens ne sont pas engagés puisqu'ils ne se reconnaissent pas exactement dans vos contenus, finalement on n'a pas de DM, on n'a pas d'appel bilan et on a très peu de clients. Et ça, c'est une vraie erreur d'essayer juste de monter, entre guillemets, une grosse audience, parce que moi, je le sais, j'ai eu 10, 20, 30, 40 000 abonnés assez rapidement sur Instagram. Pour autant, je ne faisais pas énormément de chiffre d'affaires parce que je n'avais pas la bonne stratégie. Et au contraire, aujourd'hui, j'ai des élèves qui ont entre 1000 et 5000 abonnés et qui font largement plus de chiffre d'affaires que moi quand j'étais au même niveau qu'eux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a mis en place une bonne stratégie de contenu
pour attirer les bonnes personnes. L'erreur numéro 3, et ça c'est une erreur que font beaucoup et surtout les introvertis, ça va être peur d'assumer son positionnement, peur du regard des autres d'une manière générale, peur du regard de sa famille quand on se lance, ou peur des autres coachs, peur d'être jugé en réalité d'une manière générale. Ce qui fait que cette erreur, elle va amener à faire du contenu très bateau. Concrètement, on va avoir peur de prendre position, d'expliquer pourquoi telle ou telle méthode n'est peut-être pas adaptée, et on va rester très lisse, très générique, parce qu'on a peur de froisser, on a peur des critiques, alors que finalement les critiques sont aussi un très bon signe que notre contenu fait réagir. Et aujourd'hui, en 2026, quand on fait du contenu sur Instagram, notre contenu doit créer une émotion. Ça doit être une émotion positive ou négative, mais il y a forcément quelque chose qui doit se passer. Et à l'heure où ChatGPT donne des conseils à tout va, si nous on fait des conseils de ChatGPT, malheureusement, on ne sort pas du lot, et c'est normal finalement qu'on n'ait pas vraiment de clients. Moi, au démarrage, quand je me suis lancé, c'est exactement ce qui s'est passé. J'étais en train de passer mes diplômes de coach en même temps que je lançais mon compte Instagram, donc tu te doutes bien qu'au niveau légitimité, j'étais assez bas. Au niveau regard des autres, c'était pas top non plus. Le seul avantage que j'avais, c'est que j'étais à 10 000 ou 20 000, je sais plus, kilomètres de la France. J'étais en Australie au moment où je me suis lancé, et du coup, et en plus c'était pendant la fameuse pandémie, ce qui fait que j'étais loin finalement des gens très proches de moi, et donc j'avais pas leur feedback direct par rapport à mes contenus, ce qui peut être un vrai piège en réalité quand je sais pas, imagine t'es coach en salle de sport et que tu crées du contenu, que tu sais que tes premiers clients, les gens autour de toi, ta famille, que tu vois tous les jours vont voir tes contenus. Je peux comprendre que ce soit pas forcément très évident, et au final ce sont eux, malheureusement, malgré des fois leur bonne volonté, qui vont te ralentir dans ta progression. Et c'est là où c'est important, je pense, de se détacher vraiment du regard des autres, de savoir que tu crées du contenu parce que c'est ton métier et pas parce que tu dois plaire à telle ou telle personne. Parce que des critiques, t'en auras. Je le vois, moi, par exemple, j'ai des élèves qui commençaient à se mettre torse nu sur leur contenu. Ils avaient peur justement du regard de leur compagne, de leur compagnon, ou alors de leur famille, de leur maman, de leur papa, quand ils parlaient de tel ou tel sujet. Bref, oui, parfois ça peut froisser, mais de base on crée du contenu pour nous et pour les gens qui nous suivent, et pas pour nos familles proches, entourages, qui honnêtement, je pense qu'à terme c'est mieux qu'ils ne nous suivent pas. Je pense, c'est même d'ailleurs bien mieux, même si au début ils veulent nous soutenir, nous mettre des commentaires, etc. C'est assez difficile, je trouve, d'assumer parfois certaines choses quand tu sais que tout le temps tu as tes parents, tout le temps tu as tes amis qui vont regarder tous tes contenus. Moi je sais qu'au début c'était pas simple, j'ai eu quelques moqueries, etc. Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça te ressemble pas, etc. Et puis au bout d'un moment, au bout d'un an ou deux, les gens ont complètement compris qui j'étais et ce que je faisais sur les réseaux, et finalement j'ai jamais eu de retour depuis, et même si j'en ai, honnêtement ça me touchera absolument pas, parce que je suis passé outre. Mais c'est vrai que les premiers mois ont été difficiles, je trouve, pour moi, et je sais que c'est difficile aussi pour mes élèves, donc je suis là pour les aider dans l'accompagnement, les coaching, pour se montrer petit à petit. C'est pour ça que sur les premiers mois, on fait pas du contenu trop compliqué non plus, où il faut forcément trop prendre position, parce que je sais qu'ils n'en seront peut-être pas capables, mais que au fur et à mesure, qu'ils se rendent compte que les critiques ne tuent personne, et que de toute façon, ça apportera aussi leur liberté. Donc ce que je dis souvent, c'est: est-ce que tu préfères rester lisse, ne jamais te faire critiquer mais pas avoir de clients, ou alors tu préfères vivre ta best life ou ta meilleure vie ici en Thaïlande ou partout dans le monde, et assumer parfois de te faire un petit peu critiquer, même si t'es pas obligé de prendre un parti extrême, dans un sens, t'es pas obligé d'aller d'un opposé à l'autre à chaque fois, tu peux rester aligné avec tes valeurs, mais dans tous les cas, il faudra qu'on comprenne tes valeurs dans tes contenus. Ça, c'est hyper important. La quatrième erreur, c'est d'être désorganisé quand t'as pas beaucoup de temps. Et ça, c'est le cas de beaucoup de coachs qui se lancent, qui ont souvent un autre taf à côté. Ça peut être un taf de coaching en présentiel ou un taf qui n'a rien à voir. C'était mon cas quand je me suis lancé, c'était en mars 2021. J'étais étudiant, comme je te disais. Je passais en parallèle mes diplômes de coach, de personal trainer en Australie. Donc je travaillais, j'avais mes cours lundi, mardi de mémoire, et j'avais mercredi, jeudi, vendredi pour soit bosser à côté. C'est ce que j'ai fait au démarrage. Je faisais des petits boulots par-ci par-là en Australie parce que la vie était très chère, mais je devais aussi faire mes contenus Instagram. Comment je me suis organisé, et c'est ce que je dis à mes élèves, tout simplement, je me suis isolé. Je suis parti, je me souviens, le jeudi, j'allais à la librairie, donc c'est la bibliothèque municipale, si tu veux, à Melbourne, et je passais 3 à 4 heures à créer du contenu. J'étais en mode machine à l'époque, c'est-à-dire que je savais exactement où aller chercher mes idées de contenu. Donc j'allais sur les comptes américains d'une manière générale. À l'époque, c'était les infographies, ça marchait très bien. Alors au début, forcément, je faisais des infographies pas très belles, je prenais un peu de temps à le faire, etc. Mais au fur et à mesure, honnêtement, ça allait assez vite. Je publiais, je créais, je sais pas, en une matinée, 5, 6 carousels
carrousel, et ce qui fait que j'avais ma semaine de contenu faite en une demi-matinée, en une matinée. Donc ça, c'était parfait. Pourquoi ? Parce que j'avais mon plan. Je savais ce que j'avais à faire. J'allais pas scroller pendant des heures parce qu'en fait, le reste de la semaine, je sauvegardais tous les posts qui me semblaient intéressants que j'allais reproduire. Et finalement, en apportant un peu ma touche, parce qu'à l'époque, quand même, je modifiais évidemment ce que je voyais. Je restais quand même assez fidèle au format de base. Ce que je dis d'ailleurs au coach de mon accompagnement, ne réinventez pas forcément la roue quand vous voyez que ça fonctionne bien. Honnêtement, restez assez fidèle, adaptez à votre niche. C'est ce que je dis aussi en mettant à qui vous adressez. Voilà, si vous faites une liste, par exemple, perte de gras, prise de masse, trucs comme ça avec des aliments, mettez pour qui vous adressez. Est-ce que c'est pour les papas? Est-ce que c'est pour les mamans? Est-ce que c'est pour les plus de 40 ans? Bon, voilà. Que la personne qui regarde votre réel, votre contenu, sache immédiatement pour qui c'est destiné et quelle est la promesse derrière le contenu, si c'est pour perdre du poids ou prendre de la masse. Et quand on n'a pas beaucoup de temps, le truc qu'il faut mettre en place très rapidement, au bout de 2-3 mois, je pense, ça s'appelle le repost. C'est extrêmement simple et pour autant, personne ne le fait ou tout le monde a peur de se dire, ça c'est souvent les débutants qui se disent, ouais mais ils ont déjà vu mon contenu il y a 2 mois, ça va être rébarbatif, ils vont me dire qu'ils ont déjà vu, ils vont se désabonner. Bon, en fait ça c'est une croyance, la croyance de croire que tout le monde voit nos contenus et qu'ils se souviennent de chaque contenu qu'on a posté. Il faut savoir qu'on est les premiers à voir nos contenus, les premiers à voir nos stories, on est les seuls quasiment des fois à revoir 3 fois nos stories, alors que la plupart des gens ils auront passé 0,5 secondes sur notre story. Nous on va la regarder 4 fois pour voir si elle est bien, notre story du jour. Bon voilà, en réalité les gens c'est pareil sur nos contenus, donc on peut reposter, c'est ce que je te propose de faire quand tu es débutant. L'idée c'est et c'est ce que je faisais moi avec mes infographies au démarrage, j'en avais publié 100, 200. Après honnêtement pendant 1 an, je créais beaucoup moins de nouveaux contenus. Simplement, ma stratégie était la suivante, c'est-à-dire que je reprenais des posts qui avaient plus de 2 ou 3 mois d'ancienneté, qui avaient assez bien fonctionné. Donc je les repostais sur la semaine, j'en prenais 2 en général, et je m'amusais à recréer de nouveau 2 à 3 nouveaux posts carrousel, infographie. Ce qui fait qu'en faisant ça, ce roulement, pendant 1 an, en fait, j'avais juste à créer 2 ou 3 posts par semaine, et le reste, c'était que du repost. Et j'avais une bibliothèque énorme. En fait, j'ai remarqué après, au bout d'1 ou 2 ans, j'avais littéralement fait tous les sujets possibles et imaginables sur la perte de poids en termes d'infographie. Alors maintenant, avec les réels, c'est un petit peu différent, mais c'est pareil. Même au niveau des entraînements, moi, je sais que j'enregistrais énormément d'entraînements. Je faisais du bashing à l'époque quand j'enregistrais par exemple des entraînements à la plage, à la maison, etc. Au lieu d'enregistrer une séance, j'en enregistrais 4. C'est-à-dire que j'avais toutes mes séances du mois, sachant que je faisais une séance d'entraînement par semaine sur Instagram. J'enregistrais toutes mes séances en 1 heure maximum. Après, il y avait un petit peu de temps de montage, mais une fois que tu as la méthode, ça va assez vite. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de faire du bashing, de trouver des formats, ça peut être des carousels, ça peut être des formats d'entraînement, ça peut être des réels avec des aliments qui apparaissent. L'idée, c'est d'en enregistrer pas 1, mais d'en enregistrer 5 à chaque fois pour pouvoir gagner du temps. Ce qui m'amène à l'erreur numéro 5, ça va être de ne pas suivre ces chiffres. Ces chiffres de contenu, on le verra après aussi, ces chiffres plus business. C'est une vraie erreur parce qu'au début, on fait tout au feeling. Moi, je déteste les chiffres du manière générale, j'ai toujours été nul en maths. La comptabilité, c'est vraiment mon point noir dans l'entrepreneuriat. Mais j'ai compris que c'était important de suivre ces chiffres de contenu et pas uniquement se connecter le lendemain d'avoir posté un réel et se dire « Oh, ça a floppé, j'ai fait que X vues ou que X likes ». Non, ça, c'est pas une analyse. Ça, c'est juste une émotion qu'on ressent le lendemain d'une publication. La vraie analyse, c'est quoi ? C'est que chaque semaine, quand tu vas créer du contenu, en fait, tu vas être dans les stats d'Instagram. Maintenant, on a énormément de stats, donc c'est très facile, que ce soit sur l'application Edit ou sur Instagram. Et tu vas mettre sur les 7 derniers jours ou sur les 30 derniers jours, potentiellement, c'est toi qui vois, les vrais chiffres. Quels sont les posts qui m'ont apporté le plus d'abonnés ? Ça, tu peux le voir dans les chiffres, dans le tableau de bord. Tu classes par réel, par exemple, et tu mets au niveau du filtre ceux qui t'ont apporté le plus d'abonnés. Donc déjà, ça va te permettre de donner un vrai indice sur ce qui te permet de grossir sur Instagram, mais également un indice de ce qui ne fonctionne pas. Et ça, il ne faudra pas hésiter, je pense, justement, à arrêter certains formats en analysant le nombre d'abonnés qui arrivent ou le nombre d'interactions de manière générale. Moi, je suis que j'analyse mes posts par nombre d'interactions, donc c'est-à-dire sauvegarde, partage, commentaires et likes, et pas uniquement les likes, parce que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, les gens de manière générale consomment du contenu assez passivement, et d'ailleurs Instagram l'a bien compris, c'est pour ça qu'il met aussi en avant beaucoup le watch time, donc le temps de visionnage d'un réel. Ça, tu peux aussi l'analyser, alors c'est un peu plus pointu, mais en tout cas régulièrement aller voir les réels de la semaine d'avant, voir quels formats ont marché. Ça te permet de répliquer ceux qui ont marché ou de les garder en repost pour les mois prochains. Et en faisant ça, moi l'avantage que j'ai, c'est que toutes les semaines j'analyse mes posts, qui fait que je n'aime pas personnellement prendre trop d'avance. C'est-à-dire, imagine tu me fais une salve de il y a des coachs, c'est comme ça, ouais, j'ai 30 jours d'avance sur mes contenus. Moi je trouve que c'est une erreur parce que
tu n'auras pas la possibilité d'analyser finalement à mi-temps, à mi-parcours, est-ce que les contenus que tu as créés en amont vont performer. Du coup, tu vas te retrouver avec genre 10 posts, tu sais d'avance que ça va pas forcément marcher parce que les 10 derniers n'ont pas marché et tu vas entre guillemets te dire bon bah je les ai créés, je vais les poster quand même. Et je trouve que c'est pas forcément une bonne stratégie de trop bâcher à l'avance, de trop anticiper, parce qu'il y a aussi des tendances, il y a des choses qui évoluent très rapidement sur Instagram et je pense que c'est bien de créer, pour moi en tout cas, ces contenus chaque semaine ou chaque 15 jours. Au moins on garde le flow, tu vas parler à la caméra par exemple si tu fais des réels qu'une fois par mois, c'est pas forcément évident de se remettre, alors que si tu le fais toutes les semaines, tu verras que tu vas garder un peu plus de naturel, ça sera beaucoup plus facile pour la mise en route. Ce qui m'amène aux chiffres business. Alors ça, c'est les chiffres qu'on n'aime pas forcément traquer. Et plein de gens, tu leur demandes combien tu as d'élèves ou combien de chiffre d'affaires tu as généré. Il y en a plein qui savent même pas. Ou alors encore un chiffre assez important pourtant, quel est ton taux de conversion? Combien tu as d'appels par semaine? Combien de DM tu fais par semaine? Tout ça, c'est des chiffres. Tu te poses la question et il y a grande chance que tu ne le saves pas. Et pour autant, c'est des chiffres hyper importants qui vont te permettre de grossir ton activité. Aujourd'hui, suivre de simplement, comme je t'ai dit, le nombre de DM que tu fais par jour, le nombre de calls que tu fais également par semaine, ton taux de conversion, c'est ça qui va définir finalement si ton activité, elle progresse ou pas. Et c'est pas simplement un ressenti de « oh, j'ai pas de clients » ou « j'ai des clients ». Non, il faut savoir les chiffres, sinon on avance concrètement à l'aveugle et on ne sait pas où mettre son focus. Si aujourd'hui tu me dis « moi je veux faire 5 000 € de chiffre d'affaires », c'est très bien, mais il va falloir décomposer cet objectif. Combien d'appels il te faut pour vendre ça? Combien d'appels il te faut de manière générale? Combien de DM il te faut engager chaque jour ou chaque semaine pour avoir ce nombre d'appels? Et du coup, combien de nouveaux prospects ou de nouveaux abonnés il te faut chaque jour, chaque semaine pour avoir ce nombre de DM, ce nombre de calls, ce nombre de clients? Et c'est simplement ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui me dit je veux faire 5 000 € par mois, mais qui a 3 nouveaux abonnés par semaine, c'est littéralement impossible. Il suffit de voir les chiffres. En termes de, par exemple, de taux de conversion sur des DM, pour 100 DM envoyés, tu vas peut-être avoir que 20 réponses de prospects à peu près qualifiés. Sur ces 20 prospects à peu près qualifiés, tu en as peut-être 3, 4 maximum qui vont être OK pour prendre un appel avec toi. Sur les 3, 4 maximum qui vont être prêts, tu as peut-être au mieux 50% qui vont prendre ton coaching. Donc sur 100 discussions, tu vas peut-être faire entre 1 et 2 ventes. Donc tu comprends bien que globalement, si toi tu me fais 5 discussions par semaine, tu es très loin finalement de te rapprocher des 5 000 € parce que ton tunnel n'est pas cohérent. Donc mettons en place un petit tableau de tracking, voir le nombre d'abonnés que tu récupères chaque semaine. Est-ce qu'il t'en faut plus ou moins? Est-ce que tu as suffisamment de calls par semaine? Est-ce que tu es bon en vente aussi? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas leur chiffre de vente et du coup ils ne savent pas s'ils sont bons ou mauvais en vente. Concrètement, si tu as plus de 50% de taux de conversion, c'est très bien. Peut-être qu'il faut même augmenter tes prix. Et si tu as moins de 20% de taux de conversion, c'est peut-être que tu n'es pas assez bon en vente ou que tu vends trop cher par rapport à la valeur perçue. Ça, c'est des choses que tu peux uniquement réaliser si tu as les chiffres. Sans ça, ça va être compliqué. Voilà, maintenant que tu as vu ces 5 erreurs, donc tu vois, c'est des erreurs que moi j'ai faites, que mes élèves font aussi au démarrage et que toi tu fais aussi sans doute. C'est des erreurs qui sont assez faciles à corriger, mais il faut en avoir conscience. Donc maintenant tu les as identifiées, il n'y a plus qu'à mettre en place les bonnes actions. Et si tu veux qu'on aille plus loin, si tu veux qu'on mette en place ton projet pour devenir coach en ligne et vivre de ton activité, je te mets en bas le lien pour réserver ton appel bilan. On va faire ensemble un diagnostic de ton activité, de tes contenus actuels et comment tu peux atteindre ton objectif dans les prochaines semaines. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao, bye.